Et c'est l'heure, Philippe, de l'info média du jour. Et ce matin, radioscopie d'un monument de la presse française, le journal du dimanche, créé en 1948 par Pierre Lazareff, qui a fêté ses 70 ans l'an dernier, le journal, pas Lazareff. Le JDD, 3 lettres pour un titre singulier qui ressemble à un quotidien, mais qui en fait est un hebdo qui paraît le jour de la messe pendant longtemps. Il a été en situation de monopole avant que le Parisien Dimanche, puis l'édition dominicale de l'équipe ne vienne marcher sur ses plates-bandes. Entre 2009 et 2011, le JDD est également sorti le samedi. Fausse bonne idée, sans doute, l'aventure n'a pas duré. Entre 2012 et 2016, les ventes du JDD ont plongé d'un quart, le journal n'échappant pas au marasme de la presse écrite, et depuis 2007, le titre a entamé sa révolution digitale. On va en reparler. Justement, pour en parler, je reçois Hervé Gattegno. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la rédaction du JDD et désormais directeur de la rédaction également de Paris Match. Enfin, vous chapeautez les deux rédactions, c'est ça? C'est exactement ça. Je suis le directeur général des deux rédactions. Un CV bien rempli et éclectique, journaliste d'investigation. Vous avez débuté à Marseille au Méridional, plutôt à droite, avant de rejoindre le Nouvel Obs, plutôt à gauche. Ensuite, vous êtes passé par Le Monde avant de diriger le pôle investigation du Point et de faire connaissance avec la presse sur papier glacé en tant que patron de la version française du prestigieux Vanity Fair. Alors, on revient au JDD. Quel avenir vous lui voyez? Comment prendre le virage numérique? Comment riposter s'il le faut aux géants Google? Comment préserver l'indépendance d'un titre aujourd'hui? Mes premières questions beaucoup plus prosaïques. Vous, je l'ai dit, journaliste d'investigation, vous qui avez instauré la culture du coup et du scoop dans ce journal, dimanche prochain, ce sera quoi la une? Oh là, ça, n'attendez pas que je vous dise une chose pareille, pour deux raisons. D'abord, les journalistes sont un peu superstitieux, vous le savez, Philippe. Ouais. Donc, il suffirait que je vous annonce une pour que quelque chose se passe et nous oblige à changer. Et puis, deuxièmement, réellement, le JDD, vous avez dit que c'est un hebdo, c'est pas tout à fait vrai. Nous, on le conçoit plutôt comme un magazine qui boucle dans les conditions d'un quotidien. Ouais. Donc, on prépare des choses, mais on s'adapte jusqu'au dernier moment. On va expliquer comment boucle un magazine. Il y a un temps de délai, il y a 2 jours, 3 jours pour que les feuilles en papier glacé soient bien imprimées, alors qu'un quotidien, on boucle. Le show, c'est bouclé la veille pour le lendemain. Oui, le journal est maintenant disponible dans sa version numérique juste avant minuit le samedi, donc dans la nuit du samedi au dimanche, et on le boucle 1 heure avant en réalité. Donc il est chaud bouillant. Il y a 2 semaines, le JDD a échappé au naufrage collectif de la presse en sortant 2 jours après la révélation bidon de l'arrestation du vrai faux Dupont de Ligonnès, et vous avez titré « À qui la faute ?» Je vous repose la question à froid cette fois. À qui la faute? Probablement, il faut dire les choses, probablement plus à la police qu'aux journalistes. Les journalistes n'ont pas été imprudents dans cette affaire. Il y a beaucoup de situations dans lesquelles les journalistes sont imprudents, dans lesquelles ils vont trop vite, ils exagèrent, ils vérifient pas assez. Le fait est que dans cette affaire-là, ce n'est pas le cas. Je le dis d'autant plus volontiers que vous avez eu la gentillesse de dire qu'on a échappé au naufrage. Sur le site du JDD, nous avons fait quand même un article après avoir recoupé nos sources, du moins le pensions-nous, pour annoncer que la police pensait avoir arrêté Dupont de Ligonnès. Le vendredi soir, sur le site du JDD, c'était Dupont de Ligonnès arrêté. Exactement, et donc c'est vrai que si on était sorti le samedi, il faut être honnête, on aurait fait comme les autres. Et sans conditionnel. Pourquoi? Parce qu'un journaliste, son métier, c'est d'avoir une information, de la recouper, si possible de la recouper plusieurs fois, avec des sources de qualité. Et dans cette affaire, on sait très bien que nos confrères du Parisien, mais aussi l'agence France Presse, mais aussi Le Monde, tout le monde pensait avoir recoupé avec des sources de qualité, qui étaient des sources policières. Quelque chose s'est passé entre la police écossaise et la police française, qui a plongé dans le rouge et dans le bleu la presse française. Et du point de vue de la presse, est-ce que vous pensez que quelque chose de dommageable s'est passé à l'occasion de cette affaire? Est-ce qu'il y a un lien, sinon rompu, mais qui s'est un petit peu affaibli entre le lecteur et la presse? Non, il y a un coup porté parce qu'il y a un contrat de confiance entre les journaux, les journalistes et leurs lecteurs ou leurs auditeurs. Et donc, bien sûr que ce contrat de confiance, il a été abîmé puisque nous avons tous publié une information qui était inexacte. Moi, j'ai trouvé, et c'est ce que j'ai écrit à nos lecteurs dans le journal, que c'était aussi une occasion de dire aux gens comment les journalistes travaillent. Nous sommes des hommes et donc, comme tous les hommes, nous faisons des erreurs. Mais nous n'avons pas fait de faute dans cette affaire parce que nous avons fait notre métier. Un journaliste qui a 4 ou 5 sources pour publier une information pareille, s'il ne la publie pas, c'est qu'il n'est pas vraiment journaliste. Alors justement, comment les journalistes travaillent? À propos de Scoop, vous avez fait un spectaculaire dimanche dernier avec l'interview de Redouane Faïd, ex-ennemi public numéro 1, qui vous a reçu en prison. C'est quoi les coulisses? Comment vous avez réussi ce tour de force? D'abord, c'est 6 mois de travail d'une jeune journaliste du JDD qui s'appelle Plana Radenovic, qui a
travaillé d'abord avec de la conviction, qui est allé voir l'avocat de Redouane Faïd, qui a demandé toutes les autorisations requises, parce que nous n'avons pas fait un coup de voyou, nous avons fait un coup dans les règles de l'art. Nous avons demandé l'autorisation du directeur de la prison, du juge qui suit les affaires de Redouane Faïd. Nous avons obtenu tous ces accords. À un moment donné, patatras, Redouane Faïd change d'avocat, et donc il faut tout recommencer, il faut reconvaincre le nouvel avocat, la nouvelle avocate en l'occurrence de Redouane Faïd. Notre journaliste a fait tout ça, et elle a écrit, elle a échangé des correspondances avec Redouane Faïd pour finir par arriver à cette rencontre, qui est une rencontre assez exceptionnelle, il faut le dire. Est-ce que le questionnaire a été lu? Est-ce que les réponses ont été validées par l'administration pénitentiaire ou pas du tout? Non, pas du tout. L'entretien a réellement eu lieu au parloir, comme nous l'avons raconté, donc séparé par une vitre en plexiglas. Notre journaliste a posé les questions, elle a noté les réponses, et contrairement à un homme politique ou à un grand chef d'entreprise, Redouane Faïd n'a pas demandé à relire son interview. Alors, étonnant, ce scoop n'a droit qu'à une vignette en une du journal et pas la une entière, la pleine page entière. Pour quelle raison vous vouliez pas donner la parole à un personnage aussi sulfureux qui a peut-être du sang sur les mains? Si, nous voulions lui donner la parole, alors pourquoi il fait pas la nous une? l'avons fait. La hiérarchie que maintenant les lecteurs du JDD connaissent bien, c'est celle d'un journal grand public de qualité. C'est comme ça que je définis le JDD. Ah bon? Cette semaine-là... ça c'est grand public, et vous venez de me dire que c'était de qualité. Oui, mais bien sûr, c'est pourquoi ça figure en très bonne place dans le journal, et même affiché en une. Simplement, le journal a tendance à aller chercher plutôt des sujets fédérateurs dans le débat public pour faire sa une, donc principalement des sujets politiques, parfois des sujets économiques ou de société. Là, c'était une très bonne accroche de une avec le visage de Redouane Faïd pour intéresser un autre lectorat, mais ce n'était pas le sujet principal du JDD. On est toujours sur l'info qui arrive. J'ai déjà oublié quelle était la une du JDD dimanche. C'était quoi votre une? C'était le sondage sur ce que pensent les Français de la laïcité et de l'islam. Un sondage qui a fait beaucoup de bruit. Qui a fait beaucoup de bruit, c'est même allé très loin, ça vous a même presque dépassé. Les Français avaient un regard très sévère sur ce qui se passe en ce moment dans notre pays. Avec ce débat sur l'islam et sur le foulard, on n'a pas fini d'en parler. Vous restez avec nous, Hervé Gatagnon, on va parler du JDD, on va parler de Paris Match aussi. C'est la suite de l'Infomédia et c'est juste après ça sur Europe 1. Dans l'Infomédia du jour, on parle ce matin de l'actualité du JDD et de Paris Match avec le directeur général des rédactions, Hervé Gattegno, Philippe. On parlait de scoop, autre scoop moins spectaculaire mais feuilletonné, c'est dans le JDD. Toutes ces révélations sorties presque chaque semaine depuis cet été sur l'affaire libyenne qui met en cause Nicolas Sarkozy et le financement présumé de sa campagne. Toutes vos infos le dédouanent et chargent Ziad Takedine, l'homme d'affaires franco-libanais. Que répondez-vous à Mediapart? Parce qu'il y a une histoire dans la presse française entre vous et Mediapart. Mediapart qui dit en substance que vous êtes manipulé, voire en service commandé. Que leur répondez-vous? Je ne sais pas qui est manipulé ni qui est en service commandé, en tout cas pas moi dans cette affaire. Moi, ce que je fais, c'est une contre-enquête sur une affaire qui me semble être absolument gravissime et dont je trouve que la presse française ne s'occupe pas assez. Si un président de la République a été corrompu par un dictateur, alors tous les journalistes de France doivent travailler sur cette affaire parce que soit c'est réel, et c'est le plus grand scandale de corruption de toute l'histoire de notre pays depuis le scandale de Panama, soit ce n'est pas réel, et ça veut dire que Nicolas Sarkozy est accusé sur la base de faux documents et de faux témoignages. Et là, je l'ai dit, je crois que ça a choqué les journalistes de Mediapart, mais je le redis, si c'est le cas, alors c'est la plus grave fake news depuis l'affaire Dreyfus dans notre pays. Un président corrompu par un dictateur, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je trouve que ça justifie que les journalistes travaillent là-dessus. J'apporte des informations qui contredisent largement, non seulement Mediapart, mais la justice. Et vous continuez à en apporter ou le feuilleton est clos? Non, le feuilleton n'est évidemment pas clos, je continue, mais comme vous l'avez dit en commençant, j'ai beaucoup de travail en ce moment, donc pour l'instant j'ai d'autres priorités, mais il est évident que cette contre-enquête doit se poursuivre, et moi je n'ai qu'un souhait, c'est que ce débat public, à travers des informations et des révélations, se poursuive au-delà d'une sorte de match entre Mediapart et le JDD. Il n'y a pas de match, il y a une affaire qui concerne tous les citoyens de ce pays, et donc qui regarde les journalistes. Est-ce que tous ces scoops dopent les ventes du journal ou les gens achètent le journal pour une toute autre raison? Non, les gens... Est-ce qu'il y a un effet scoop dans les ventes, pour dire les choses? Oui, il y a un effet de révélation, bien sûr que oui, et un bon journal, c'est un journal qui apporte des révélations, des informations surprenantes. Les gens connaissent l'équation du journal du dimanche, c'est, je vous l'ai dit, un journal grand public de qualité, avec de grands débats, de très grandes interviews un peu statutaires. Le Premier ministre a pris l'habitude de faire son interview de rentrée dans le journal du dimanche, c'est un plus pour nous.
Mais il y a aussi des figures de l'opposition, de grands intellectuels, des grands écrivains et des scoops d'investigation. Tout ça est une équation très sophistiquée qui fait des bonnes ventes. Vous l'avez dit, la presse écrite imprimée est en déclin, pas seulement en France, dans toutes les grandes démocraties. J'allais vous demander vos chiffres. Le journal du dimanche est plutôt au-dessus du marché, comme on dit. Alors comment comment ça se porte? C'est quoi vos chiffres? Alors le journal du dimanche, c'est pour faire simple, entre 150 000 et 200 000 exemplaires, sachant que... Vendus? Oui, bien sûr, tout compris, avec une vente qui se situe, une vente brute en kiosque, qui se situe aux alentours de 100 000 exemplaires. Mais vous savez qu'un journal se finance aussi par la publicité et désormais par des innovations. C'est-à-dire que pour nous, le grand enjeu, comme tous les titres de presse écrite, le grand enjeu, c'est d'aller chercher des lecteurs numériques, parce que nos grands problèmes dans tous les pays comparables à la France, c'est la diffusion. Vous le savez, les kiosques ferment les uns après les autres. Il faut que nous trouvions des nouveaux lecteurs, et pour ça, il y a de nouveaux supports. Ce sont les supports numériques. Mais est-ce qu'il n'y a pas un hiatus? Parce que quand on est le journal du dimanche, on sort le dimanche, le numérique, c'est tous les jours. Oui, bien sûr, c'est tous les jours, mais nous avons depuis longtemps un site d'information qui marche assez bien, qui a d'assez bons chiffres, et nous avons surtout lancé notre principale innovation ces derniers mois. Au printemps, nous avons lancé une newsletter, une lettre d'information quotidienne, pour le dire en français, qui s'appelle aussi JDD, mais qui signifie le journal de demain, et c'est tous les soirs à 18h30, nous annonçons à nos lecteurs ce que sont les informations qui vont faire les gros titres de la presse le lendemain. C'est la même équation que celle du JDD imprimé le dimanche, c'est-à-dire donner à nos lecteurs un coup d'avance sur l'actualité. En parlant de coût, il y a 2 orthographes pour coût, combien ça coûte? La newsletter, ouais. Ça n'a rien coûté à notre actionnaire. Non, mais à nous, si on veut la lire, c'est gratuit. Ça n'a rien coûté à notre actionnaire, j'y viens. C'est un gros investissement de la rédaction du JDD qui sait qu'elle joue son avenir en faisant ce type d'innovation, en prenant ce genre de risque. Pour l'instant, c'est une inscription gratuite. Nous adressons désormais depuis cette semaine à 70 000 lecteurs quotidiens. Et donc, au mois de janvier, nous convertirons cette offre pour l'instant gratuite dans une offre globale d'abonnement numérique. Donc on pourra s'abonner à notre lettre d'information et également au JDD en version numérique, dont je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je le rappelle parce que c'est très important stratégiquement. Désormais, on peut trouver le JDD en numérique dans la nuit de samedi à dimanche. Quand on rentre d'un dîner, d'un match ou d'un spectacle, à minuit, on peut trouver le JDD. Alors j'ai dit, vous chapeautez désormais la rédaction du JDD de Paris Match. Vous avez eu cette promotion, c'était la semaine dernière. C'était la semaine dernière. Au moment où on prend l'invitation avec vous, on vous la transmet, on ne le savait pas. Comment ça s'est passé? Quand avez-vous été informé? Moi, j'ai été informé quelques jours avant cette prise de décision qui a été annoncée officiellement mardi. Donc, je l'ai su quelques jours avant, puisque il a quand même fallu que je donne mon accord. Vous avez dit oui tout de suite à ce projet. Oui, j'ai dit oui tout de suite parce que c'est une fierté de diriger un magazine comme Paris Match. C'est le plus grand magazine français, le plus grand par le prestige, le plus grand par les ventes. C'est plus de 500 000 exemplaires chaque semaine. C'est le titre français le plus connu dans le monde. Évidemment, comment refuser une telle chose? Alors c'est une grosse responsabilité, c'est une grande rédaction, beaucoup de journalistes qui sont très motivés et qui veulent faire ce grand magazine. Donc pour moi, c'est une fierté et une difficulté. Deux petites questions. Est-ce qu'Olivier Royan, le précédent rédacteur en chef, va quitter le journal comme on a pu le lire et l'entendre? Non, pas du tout. D'abord, Olivier Royan n'est pas rédacteur en chef, il est directeur de la rédaction. Il le reste. Il travaille avec moi. Nous travaillons ensemble, comme avec toute la rédaction de Paris Match. Il y a un savoir-faire dans ce magazine que je serais bien prétentieux de prétendre avoir tout de suite. Donc, bien sûr que je vais m'appuyer sur les cadres de la rédaction et sur l'ensemble de la rédaction qui, je le répète, veut faire le meilleur magazine de France. Y compris Olivier Royan. Vous coiffez les deux rédactions. Comment vous allez partager votre temps? Ça, je me doute, moitié-moitié. Et surtout vos scoops. Ah, ça c'est très difficile, mais vous savez, un journal, ce ne sont pas des scoops apportés par le directeur ou par les rédacteurs en chef. Vous êtes très très bien informé, tout le monde le sait. Un journal, c'est des scoops qui viennent de la rédaction. Donc pour l'essentiel, la rédaction du JDD va vous avez très bien compris ma question. Les siens, quand c'est vous Match aussi, et quand c'est moi qui avez une info incroyable, exclusive, je serai obligé de faire des arbitrages. D'abord, il y a des scoops ou des informations qui ont plutôt vocation à aller dans un titre plutôt qu'un autre, car les deux titres sont fort différents, fort dissemblables.
semblable, ce n'est pas du tout le même ADN. Et puis, il y a aussi la temporalité qui joue. Ça peut être une deuxième possibilité. Vous savez, les scoops sont de plus en plus périssables. Si j'ai un scoop dont je pense qu'il ne peut pas attendre jusqu'au dimanche, peut-être qu'il peut passer avant dans Paris Match et inversement. Vous aurez un bouclage le samedi, un bouclage le dimanche. Un bouclage le samedi, celui du JDD, et plutôt un bouclage entre le lundi et le mardi pour Paris Match. Ouais, merci beaucoup. Pardon, on dit pas ouais, on dit oui. Merci Hervé Gattegno. Merci à vous. Directeur des rédactions du JDD et de Paris Match.